Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouvrage de la collection. Conception et dynamique des organisations. La bureaucratie libérale, nouvelle gestion publique et régulation organisationnelle, de David Gioke, préface de Yves Emery 2003, 27€, série Publithèse. Sait-on piloter le changement ? Sous la direction de Jean-Claude Sarda et Alain Max Guénette, 2004, 350p, 29€. Paradoxe de la gestion publique, d'Yves Emery et David Gioke, 2005, 250p, 21,50€. Changement dans les organisations, sous la direction de Jean-Claude de Crescenzo, 2005. Tome 1, Stratégie, processus et performance, 2005, 250p, 21,50€. Tome 2, Communication, négociation et intervention, 2005, 230p, 20€. Management de la santé et de la sécurité au travail. Un champ de recherche à défricher, sous la direction d'Emmanuel Abord de Châtillon et Olivier Bachelard, 2005, 468p, 39€. Capital immatériel, connaissance et performance, sous la direction d'Ahmed Bounfort, 500p, 41€. L'art de l'innovation, sous la coordination de Nicolas Motti, 2006, 266 pages, 23,50€. La facilitation des changements organisationnels, méthodes, outils et modèles, de Jacques Beck, François Granier et Jackie Singerie, préface de Michel Lallemand, 2006, 302 pages, 24€. Les performances des organisations africaines. Pratique de gestion en contexte incertain, sous la direction de Jean Nizet et François Pichot, 2007, 298 pages, 25,50€. Comprendre et organiser. Quels apports des sciences humaines et sociales, sous la direction de Jean-Claude Sarda, David Gioke et Alain Max Guénette, 2007, 546 pages, 45€. Le changement clandestin des organisations. Les réseaux clandestins de salariés face à l'immobilisme des entreprises, de Jean-Claude de Crescenzo, 2009, 100 pages, série synthèse. Présentation des auteurs ES. Nicolas Arnaud est docteur en sciences de gestion, et occupe actuellement un poste de professeur à Audencia, France, où il enseigne le management stratégique, la théorie des organisations et la gestion des ressources humaines. Ses recherches s'intéressent aux questions de management des collaborations interfirmes, dans une perspective interactionniste et communicationnelle. Ses travaux portent plus largement sur des problématiques d'apprentissage organisationnel et interorganisationnel, de gestion des connaissances et de management des compétences collectives. Il est actuellement membre d'associations comme l'AIMS et l'AGRH et a publié des articles dans des revues académiques telles que Finance Control Stratégie, Communication et Organisation. Christophe Hassan est actuellement maître de conférences HDR en sciences de gestion, rattaché au LAREQUOI, laboratoire de recherche en management de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Son domaine d'expertise couvre les stratégies de réseau, les systèmes complexes, la concurrence oblique et les choix en situation paradoxale. Il est membre du comité d'experts de Cyberlibris, première bibliothèque digitale en Europe sur la gestion d'entreprise. Cathy Breda est enseignant-chercheur au groupe ESC Chambéry-Savoie. Ses recherches portent sur les aspects de l'expérience de consommation, et en particulier sur l'exploration du temps et la transformation de la conscience appliquée à la culture de consommation, loyauté, marque. Cathy Breda est éditeur invité, avec Rodolphe Auclé, d'une édition spéciale du Journal of Organizational Change Management ainsi que d'un ensemble d'ouvrages portant sur le réenchantement des organisations. David M. Bosch holds the Bank of America Endowed Professorship of Management, awarded September 2006, and is past Arthur Owens Professorship in Business Administration, June 2003-June 2006, in the Management Department at New Mexico State University. His focus is on study of ethics, critical theory ethics, feminism, and power of language, discourse, and stories in organizations. His reputation corporate social responsibility ethics in academia and industry is widely known and respected in the United States and internationally. Professor Bosch is described by his peers as an international scholar in the areas of narrative, storytelling, postmodern theory and critical storytelling ethics. He has published over 100 articles in Journal,
including the top-tier journals such as Management Science, Administrative Science Quarterly, Academy of Management Journal, Academy of Management Review, Leadership Quarterly, and the International Journal of Organization Studies. Miguel Delattre est enseignant-chercheur à l'Université Lumière de Lyon, actuellement rattaché au laboratoire LIESP. Il a conduit pendant 10 ans, au sein de l'ICEOR, des recherches et des interventions de longue durée sur la conduite et l'accompagnement du changement dans des entreprises et organisations de taille et de secteurs variés. Ses recherches actuelles portent sur l'analyse des comportements des acteurs dans les processus de changement, le management des systèmes collaboratifs, et le développement des performances dans des organisations ou des process peu structurés. Anna Linda Musacchio Adorisio is a postdoctoral research fellow of the Swiss National Science Foundation, currently visiting New Mexico State University. She holds a PhD in Communication Studies from the University of Lugano, Switzerland with a thesis on storytelling in organizations. She has conducted research in Switzerland, United States, and Italy where she collaborates with the Sociology Department of the University of Trento. Rodolphe Auclé est enseignant-chercheur au groupe ESC Chambéry-Savoie. Ses recherches portent sur l'analyse de discours et ses applications et implications managériales, ainsi que sur les approches post-modernes en management. Rodolphe Auclé est éditeur invité, avec Cathy Breda, d'une édition spéciale du Journal of Organizational Change Management ainsi que d'un ensemble de livres portant sur le réenchantement des organisations. Laure Perret est maître de conférences à l'Institut d'administration des entreprises de Picardie. Enseignant en système d'information et fouille de données, elle étudie différents types de corpus depuis plusieurs années, entretien semi-directif dans les enquêtes de terrain, discours issus de sites institutionnels. Ses travaux portent sur la méthodologie d'extraction, la contingence du discours dans la dynamique organisationnelle. Isabelle Piette est doctorante au service de l'enseignement du management à HEC Montréal. Elle détient une maîtrise en sciences de gestion de HEC Montréal, ainsi qu'une maîtrise en études littéraires réalisée à l'Université du Québec à Montréal. Ses travaux de thèse portent sur la concertation interorganisationnelle dans le contexte de la restructuration du secteur brassicole et utilise une approche narrative. Elle est membre étudiante du GE Accent Aigu PS, groupe d'études sur la pratique de la stratégie et boursière du FQRSC, Fonds de recherche sur la société et la culture, et du CRIMT, Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail. Sébastien Point est professeur des universités à Lens Strasbourg, où il enseigne la gestion des ressources humaines et le management international. Depuis une dizaine d'années, il s'intéresse au discours des entreprises publiés sous la forme des rapports annuels d'activité, des rapports de développement durable ou encore des sites Internet. Il s'est plus particulièrement spécialisé dans la manière de promouvoir les ressources humaines. Ses 2 derniers ouvrages sur le sujet sont Enjeux et outils du marketing RH, chez Erol, et Vers une gouvernance des parties prenantes, chez Duno. Linda Rouleau est professeure titulaire au service de l'enseignement du management à HEC Montréal. Elle y enseigne le management stratégique et les théories des organisations. Elle a obtenu son doctorat à HEC Montréal. Ses travaux de recherche portent sur la fabrique de la stratégie et la transformation du contrôle et de l'identité des gestionnaires intermédiaires en contexte de restructuration. Elle est co-responsable du GE Accent Aigu PS, groupe d'études sur la pratique de la stratégie, et chercheur au CRIMT, Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail. Elle a récemment publié des articles dans diverses revues académiques telles Journal of Management Studies, Human Relations, Journal of Management Inquiry, Strategy Organization, etc. En 2007, elle a publié un ouvrage sur les théories des organisations aux presses de l'Université du Québec. Florian Sala est une personne éclectique. D'une part professeur de management des ressources humaines au CERAM à Sophia Antipolis et d'autre part psychanalyste. Ce chercheur se passionne pour les relations qui existent entre le sujet humain, ses rêves et ses passions. Cofondateur de l'Institut Psychanalyse et Management, dont il a été le président national de 1996 à 2000,
Il est aussi membre de nombreuses associations professionnelles préoccupées par les questions de société qui bouleversent notre monde globalisé en grande crise. Passionné par les histoires professionnelles, les récits de vie, monographies, la méthode des incidents critiques dans les milieux de travail et le management des risques psychosociaux, il propose dans cet ouvrage une observation et une réflexion très actuelle sur une PME performante et multiconfessionnelle. Henri Saval, titulaire d'une thèse de doctorat d'État en sciences économiques et d'une thèse complémentaire en sciences de gestion soutenue à Paris, Henri Saval est professeur à l'Institut d'administration des entreprises, Université Jean Moulin Lyon 3 et directeur de l'ICEOR. Il dirige le Centre Ginov, école universitaire de gestion innovante, et le Master Management socio-économie. Auteur de nombreux articles et ouvrages, ses travaux de recherche sont centrés sur la théorie socio-économique des organisations, le management stratégique, les méthodologies de recherche calimétrique et le nouveau programme sur la tétranormalisation. Il a reçu, conjointement avec Véronique Zardet, la célèbre médaille du prix Rossi de l'Académie des sciences morales et politiques, Institut de France, pour l'ensemble de leur œuvre sur l'intégration des variables sociales dans les stratégies d'entreprise. Véronique Zardet, titulaire d'une thèse de doctorat d'État en sciences de gestion soutenue à Lyon en 1986, Véronique Zardet est professeure à l'Institut d'administration des entreprises, Université Jean Moulin Lyon 3 et codirectrice de l'ICEOR. Elle dirige le programme de master recherche en gestion socio-économique. Auteur de multiples articles et ouvrages, ses travaux de recherche sont centrés sur la conduite du changement stratégique et l'amélioration des performances socio-économiques dans les entreprises et les organisations publiques. Elle a reçu, conjointement avec Henri Saval, la célèbre médaille du prix Rossi de l'Académie des sciences morales et politiques, Institut de France, pour l'ensemble de leur œuvre sur l'intégration des variables sociales dans les stratégies d'entreprise. PREF-ACE, Yvon Pesqueux. Professeur titulaire de la chaire « Développement des systèmes d'organisation » CNAM. pesqueux@cnam.fr. Je remercie les coordinateurs de cet ouvrage de m'avoir donné la possibilité de rédiger cette préface qui, comme tout exercice de ce genre, n'est pas une introduction. Ceci me touche d'autant plus que la teneur de l'ouvrage s'inscrit dans des interrogations qui sont les miennes, interrogations qui touchent à l'épistémologie des sciences des organisations. Les lignes d'une épistémologie sont toujours multiples, et celle qui concerne cet ouvrage interroge la manière dont on parle et dont on fait parler cet animal, qu'est l'organisation. Cet ouvrage pose donc la question de la représentation et de ses conséquences en sciences des organisations. C'est en effet d'abord le discours qui fait exister l'organisation. Comme le souligne d'ailleurs J. Beignet 1, la question de la représentation est une des plus vieilles questions de la philosophie. Elle recoupe le thème de la vérité, c'est-à-dire la question de la conformité des idées avec les choses. La question de la représentation de l'organisation est donc aussi celle de la vérité. Et la stratégie recherchée par le recours à ces représentations, n'est-elle pas la recherche de la production d'effets ? Ne s'agit-il pas d'induire des actions ? Focaliser l'attention sur la question de la représentation en organisation, c'est reconnaître la part accordée à l'interprétation. C'est aussi la question des limites des théories scientifiques et de leur fondation en vérité dont il est aussi question. L'intrusion de la question de la représentation en sciences des organisations est bien le signe d'un projet, celui de faire de ce domaine une science sociale. La notion de représentation comporte des constantes. Il s'agit de reproduction du réel par rapport à un certain point de vue comme on le voit dans l'utilisation du terme pour le théâtre et la peinture, par exemple. La notion se situe alors dans le même champ lexical que la figuration. L'art de la représentation marque bien la prétention à la vérité, par la bonne imitation. La question qui se pose est donc bien celle d'une vérité, ou non, au-delà de la représentation, cette vérité étant dans la chose elle-même et non dans la duplication. Selon les termes de J. Beignet, la représentation n'est alors qu'un idéal asymptotique, d'où tout le champ ouvert à l'interprétation. La représentation est faite alors pour être dépassée, dans la mesure où elle n'offre qu'une présentation limite du réel. La représentation fait écran en quelque sorte en n'offrant qu'une vision superficielle à dépasser. Et c'est bien le projet des textes de cet ouvrage.
Comprendre revient alors à dépasser les représentations. Mais celle-ci pose également le problème de la vérification dans la mesure où la représentation est extériorité, finitude, limitation. La posture qui vient fonder le bien fondé de la représentation dans les sciences des organisations est la posture empiriste, d'où la nécessité d'interpréter et d'associer une méthodologie. C'est à ce titre que l'on est amené à considérer que la représentation donne accès à l'objet. Mais cette posture se heurte à l'épaisseur de la représentation comme intermédiaire entre le sujet et l'objet de la représentation. Autrement, il s'agit bien de penser l'idée par élément de l'idée. La représentation suppose un tiers, forcément extérieur et ne peut conduire qu'à une construction abstraite et biaisée. Pour être scientifique, il s'agit donc de tenter de supprimer la représentation par la mise en avant d'un processus d'évaluation. La représentation est aussi occultation du fondement, démarche de valorisation d'un préférable par la médiation du langage, donc héritant des attributs formels de la raison. La représentation est donc plus projet de cohérence que fait d'adéquation. La représentation conduit alors à la question de la justification passive et active. Ne s'agit-il pas de vendre son modèle avec la convocation d'arguments de cohérence et de pertinence, tant interne que par rapport à l'objet représenté? La représentation est alors aussi projet de connaissance. C. Enodo 2 pose ainsi la représentation par rapport au thème de la conviction dont on souligne ici la racine vaincre, de la recherche d'un pouvoir efficace dans une volonté de comprendre la conduite quand on l'exprime au regard de l'organisation. La représentation tient alors du pouvoir de faire dans un projet d'entraînement des autres, pour qu'ils mobilisent leur pouvoir de faire au regard de l'inépuisable ressource humaine. La représentation de l'organisation n'a-t-elle pas alors pour projet de gouverner l'indétermination des hommes, pour en faire la détermination de la richesse? 3. Il s'agit alors de faire émerger du stable dans le paradoxe d'un homme aux prises avec l'absence de la chose, l'organisation-objet, de la représentation. C. Enodo met donc l'accent sur le de représentation. Et s'il y a répétition, réplique, d'où vient l'original? Est-il antérieur ou extérieur? La représentation institue le représenté, elle le fait exister au point de pouvoir le remplacer. C'est une valeur, non de duplication, mais de synthèse 4, car elle pose l'objet en le projetant. Se représenter les choses est bien une expression pronominale, qui consiste à adresser les objets à sa scène mentale. L'esprit fait de lui-même une scène, c'est-à-dire construit un dispositif théâtral, spatial, conformément à l'acception courante du terme. Cette auto-représentation, visualisation des objets, revient à se les figurer dans un processus où l'on se représente les autres et soi-même dans un projet d'articulation pensée-action. C'est une activité subjective d'accès au monde, mais d'un monde hors de soi et en soi à la fois. La critique de la représentation vise donc la toute-puissance ainsi conférée à la subjectivité. La représentation pose aussi la question de la conviction, c'est-à-dire celle du rapport du sujet avec ses pensées. Un jugement n'est connu comme vrai que dans une expérience, un vécu et sa représentation se tissent en même temps. Elle n'est donc pas à ce titre un phénomène second. La représentation joue avec la conviction comme mode d'anéantissement du doute et de l'incertitude. La conviction qui accompagne la représentation n'est pas une représentation. C'est un acte à la fois passif, on se soumet car on est vaincu, et actif, on va alors vaincre, et soumettre par la mobilisation d'un objet de pensée considéré comme totalement adéquat. C'est donc bien une forme de paradoxe de vouloir à la fois se convaincre d'une représentation et de sa relativité. Les acteurs sociaux se mobilisent donc autour de projets fugaces, car le temps en induit l'usure ou l'achèvement, et la représentation en indique la stabilité et le modèle en même temps. Il s'agit d'engager et valider une représentation par rapport à une situation d'incertitude, question qui se situe au cœur de la théorie des organisations. Il serait alors possible de conclure, de façon tout de même quelque peu générique, que là où il y a de la représentation, il y a de l'interprétation. Souhaitons un grand succès à cet ouvrage, qui est aussi un signe de la grande vitalité de la réflexion en sciences des organisations. Introduction, Rodolphe Ocler. ESC Chambéry. roclé@free.fr
Et si nous n'avions pas côtoyé les inquiétantes contrées de l'indicible, aurions-nous le sens du secret, de l'intraduisible secret? Et nos meilleurs échanges dans l'amour et l'amitié, garderaient-ils cette qualité de discrétion secret-discrétion qui préserve la distance dans la proximité? Paul Ricoeur. L'objectif de cet ouvrage est de montrer toute la richesse du courant discursif, en citant les méthodologies diverses et variées qui s'en inspirent, mais aussi d'attirer l'attention sur les impératifs méthodologiques qui sanctionnent la validité de toute recherche en gestion. Si en première lecture, les approches et les positionnements épistémologiques des chapitres composant ce livre semblent très éloignés les uns des autres, le socle commun de la rigueur méthodologique sur lequel ils ont été construits éclaire le champ de l'analyse de discours sous un jour nouveau. Bien qu'il n'ait pas la prétention d'être exhaustif, cet ouvrage a pour fil conducteur de regrouper autour d'un axe fédérateur langage, vie organisationnelle et recherche de sens, des études originales dévoilant toute la richesse du thème. Le sous-titre que nous avons choisi, Fantasmes, mythes, non-dits et quiproquos, dénote notre volonté de plonger au cœur du paradoxe que propose le langage, entre ombre et lumière, entre ce qui est révélé et ce qui doit être compris à la recherche du sens, souvent masqué derrière les signes. Après avoir brièvement retracé l'origine de l'utilisation de l'analyse de discours dans les sciences de gestion, nous nous interrogerons sur quelques éléments clés de ce type de méthodologie puis présenterons les contributions qui composent cet ouvrage. Le courant discursif dans les sciences d'organisation fait son apparition lors des années 1970, Grant et Yedema 2005. L'accent est alors principalement mis sur l'organisation en tant que lieu de production de discours, avec pour corollaire l'impact que ce discours renvoie sur l'organisation, se démarquant ainsi du courant normatif en vogue à cette époque. Nous assistons dès lors à l'avènement de méthodes d'analyse qui, puisant leurs sources aux racines grecques, remettent au goût du jour les tropes et autres outils rhétoriques. Les années 1990 verront se développer de nouveaux courants initiant ce qu'il conviendra dès lors de nommer les analyses discursives. Ces courants, constructionnistes, critiques et postmodernes, illustreront notamment les interactions entre langage et organisation, en focalisant la démarche scientifique sur des thèmes tels que les interactions sociales, la répartition du pouvoir, les rapports dialogiques et la fragmentation des discours. L'institutionnalisation des méthodes discursives, quant à elle, se mettra véritablement en place au cours des années 2000, Piet et Rouleau 2008. Mais au-delà de la reconnaissance de méthodologies de recherche spécifiques, nous voyons aussi poindre le recours à des méthodes pragmatiques visant à travers l'analyse de discours, à proposer une finalité transformative des organisations. À cet égard, le dernier ouvrage de David Bosch 2008 propose par exemple une méthodologie d'intervention en entreprise construite sur le storytelling. Cependant, la prolifération des méthodes et l'absence de définition claire et commune de différents termes, discours, histoire, narrative, tendent à poser problème. En effet, quel lien peut-on faire entre une approche lexicométrique et une méthodologie basée sur des approches postmodernes? Appliquées à un même discours, ces méthodes aboutiraient-elles à des résultats identiques? Cette dernière question nous renvoie à ce que nous pourrions nommer le mythe de Babel mis en abîme. En effet, au sein d'un même langage, comme le rappelle Ricoeur 2004, ce n'est pas cette figure, la figure du sophiste, qui peut le plus déranger l'ordre de notre propos, c'est la propension du langage à l'énigme, à l'artifice, à l'hermétisme, pour tout dire à la non-communication. Dans ce cadre, c'est l'outil même servant à construire l'échange qui génère des zones de flou, d'incompréhension qui à terme, laissent toute la place au jeu d'acteurs. Ces zones de flou sont alors à la base du jeu organisationnel et des interactions qui s'y produisent. Cependant ces non-dits, révélateurs d'un sens caché, ne sont pas pour autant indécelables ni indécélables lorsqu'on procède à l'analyse du discours. Comme le note Julien 1985, on pourrait se demander aussi légitimement dans la perspective de l'interprétation littéraire comment se manifeste la présence implicite de sens cachés. S'il est possible de dériver ainsi d'un sens premier vers d'autres sens, c'est qu'à la surface du sens littéral, comme au ras de l'onde, se manifeste le chatoiement des sens enfouis, selon la tradition ancienne quand une rivière contient dans son lit des perles ou du jade, se perçoivent à sa surface des rides aux configurations rondes ou carrées, comme une légère irisation de la textualité qui est un appel à plonger dans ses profondeurs. Cependant Ricoeur 2004 identifie un autre problème lié au langage. Ce n'est pas tout.
Les langues ne sont pas seulement différentes par leur manière de découper le réel mais aussi de le recomposer au niveau du discours. À cet égard Benveniste, répliquant Saussure, observe que la première unité signifiante est la phrase et non le mot dont on a rappelé le caractère oppositif. Or la phrase organise de manière synthétique un locuteur, un interlocuteur, un message qui veut signifier quelque chose et un référent, à savoir ce sur quoi on parle, ce dont on parle. Quelqu'un dit quelque chose à quelqu'un sur quelque chose selon des règles de signifiance. C'est à ce niveau que l'intraduisible se révèle une deuxième fois inquiétant. Non seulement le découpage du réel, mais le rapport du sens au référent. Ce qu'on dit dans son rapport à ce sur quoi on le dit. Les phrases du monde entier flottent entre les hommes comme des papillons insaisissables. Ce n'est pas tout, ni même le plus redoutable. Les phrases sont de petits discours prélevés sur de plus longs discours qui sont les textes. Et les textes, à leur tour, font partie d'ensembles culturels à travers lesquels s'expriment des visions du monde différentes, qui d'ailleurs peuvent s'affronter à l'intérieur même du système élémentaire de découpage phonologique, lexical, syntaxique, au point de faire ce qu'on appelle la culture nationale ou communautaire. Un réseau de visions du monde en compétition occulte ou ouvert. Si Ricoeur traite ici principalement du problème de traduction, il met aussi le doigt sur les tensions intrinsèques inhérentes à tout langage. Cette opposition, qui se manifeste dans la zone mouvante engendrée par le langage, impulse une dynamique d'évolution. Cette idée se retrouve sous la plume de Foucault 1986, lorsqu'il décrit le langage. En sa racine première, le langage est fait, comme dit Hobbes, d'un système de notes que les individus ont choisi d'abord pour eux-mêmes. Par ces marques, ils peuvent rappeler les représentations, les lier, les dissocier et opérer sur elles. Ce sont ces notes qu'une convention ou une violence ont imposées à la collectivité, mais de toute façon le sens des mots n'appartient qu'à la représentation de chacun, et il a beau être accepté par tous, il n'a d'autre existence que dans la pensée des individus pris un à un. Appliqué au management, le courant discursif ne peut donc plus être séparé d'une analyse de type binaire positif-négatif, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, ce qui est compris, ce qui n'est pas compris. Saussure, lui-même, 1913, ne rappelait-il pas que l'unité de la langue est négative, le signe est ce que les autres signes ne sont pas, et relationnel, déterminé par sa place dans le réseau de relations que forme toute langue, mais aussi du sense-making. Cher à Weck, 2007-1995, dans le sens où le contexte joue un rôle primordial. Comme le rappellent Autissier et Ben Sabbah 2006, pour Weck, comprendre c'est donner du sens, comment les praticiens et les chercheurs octroient du sens aux situations, plus ou moins collectivement, avec plus ou moins de coordination, et comment ils octroient du sens à la construction de sens. Dès lors, les explications duales des phénomènes organisationnels consistant à les considérer comme désordonnés, indéterminés, chaotiques et donc essentiellement incompréhensibles, ou comme totalement ordonnés et déterminés, attendant simplement la sagacité des chercheurs pour être mis à jour, sont rejetées par Weck. Il préconise plutôt une science organisationnelle, riche de la multiplicité des sens qui peuvent être imposés sur des situations phénoménologiques complexes. Or, si l'on en croit Foucault, 1986, le langage a repris la densité énigmatique qui était la sienne à la Renaissance. Mais il ne s'agira pas maintenant de retrouver une parole première qu'on y aurait enfouie, mais d'inquiéter les mots que nous parlons, de dénoncer le pli grammatical de nos idées, de dissiper les mythes qui animent nos mots, de rendre à nouveau bruyant et audible la part de silence que tout discours emporte avec soi lorsqu'il s'énonce. À ce titre, la richesse des méthodologies et des approches présentes dans le courant discursif constitue à la fois une force et une faiblesse. Le courant discursif balaie un large spectre de positionnements ontologiques et épistémologiques. Le tableau 1 synthétise ces derniers. Tableau 1. Positionnement ontologique et épistémologique des analyses discursives 5. La diversité de ces positionnements génère une myriade de méthodologies ou d'approches se basant sur l'analyse des textes organisationnels. Foucault 1966 peut être considéré comme un précurseur lorsqu'il énonce « Les méthodes d'interprétation font donc face, dans la pensée moderne, aux techniques de formalisation. Les premières avec la prétention de faire parler le langage au-dessous de lui-même, et au plus près de ce qui se dit en lui, sans lui, les secondes avec la prétention de contrôler tout langage éventuel, de le surplomber par la loi de ce qu'il est possible de dire.
Il convient de signaler que ces méthodes appliquées en sciences de gestion font souvent appel à des emprunts auprès d'auteurs situés à la base, hors du champ du management, Ricoeur, Foucault, Derrida, Bakhtin. Si au cours de ce processus, les sciences s'enrichissent, des éléments importants demeurent toutefois dans l'ombre. À ce titre, il est assez étrange, par exemple, que la notion de corpus ne soit abordée qu'avec timidité dans le courant discursif. Tout se passe comme si tout groupe de textes était susceptible de se prêter à l'analyse textuelle. Or en linguistique, il existe des règles très strictes de constitution des corpus, règles très rarement appliquées en gestion. Cet ouvrage rassemble des contributions qui souhaitent témoigner de la vitalité et de la richesse des recherches sur l'analyse de discours dans les organisations. Il est structuré en 3 chapitres. Dans un premier temps, nous avons souhaité apporter un éclairage, assurément non exhaustif, sur les méthodologies utilisées dans le champ de l'analyse de discours. Isabelle Piette et Linda Rouleau s'attachent à dresser l'historique du développement des méthodes discursives en sciences de gestion, à partir de l'étude des textes dits stratégiques. Elles posent ensuite un cadre d'herméneutique critique afin d'analyser ces textes en tant que pratique sociale. Pour ce faire, elles prennent appui sur un texte stratégique de nature sectorielle produit dans le contexte de la réforme législative du secteur de la bière au Québec. Les apports théoriques, définition des textes selon leur parcours génératif, pris en considération comme des effets du discours, se mêlent à des contributions méthodologiques, notions de triangulation, mettant ainsi en lumière des précautions particulières visant les limites d'une telle approche, notamment sur la sélection du corpus qui permet l'analyse. Laure Perret applique une approche lexicométrique afin de mettre en évidence les concepts de synonymie et de polysémie, à travers la comparaison d'un corpus constitué d'articles émanant de la Revue française de gestion, RFG, et des communiqués de presse issus du mouvement des entreprises françaises, MEDEF. Tout d'abord, dans une vision d'ensemble constituée des 2 discours, les concepts et les unités topiques apparaissent après l'extraction des mots et des segments. Puis, l'analyse des spécificités montre une variabilité lexicale impliquant une polysémie des usages poussant à croire que chercheurs et décideurs semblent ne pas partager leurs connaissances langagières. L'auteur s'interroge donc sur l'opportunité de constituer une lexicologie propre à chacun de ces 2 médias. Nicolas Arnaud, quant à lui, introduit le concept d'analyse de conversation. Il se base principalement sur l'ouverture du stock de connaissances de la compétence collective. Dans un premier temps, l'auteur va articuler les éléments propres à la tension macro-micro, qui fondent une étude approfondie de la compétence collective. En cela, l'analyse proposée ne peut faire l'impasse sur les contextes de l'équipe, de l'organisation et du secteur auquel la situation étudiée est empruntée. Enfin, l'analyse d'une conversation entre acteurs d'une équipe d'exploitants d'un important prestataire logistique du secteur de l'ameublement permettra d'ouvrir ce que nous nommons, en référence aux travaux de Berger et Luckmann, le stock de connaissances de la compétence collective. Reprenant les idées développées par Boden et notamment celles relatives au laminage, l'auteur souligne l'importance de l'activité communicationnelle dans la construction de sens et, ce faisant, attire l'attention sur les éléments contextuels entourant le développement de compétences collectives. Si la première partie de l'ouvrage passe en revue un certain nombre de méthodologies utilisées dans l'analyse discursive, la seconde se concentre plus particulièrement sur les notions de mythes et de fantasmes tels qu'ils sont véhiculés par le langage écrit ou parlé. David Boge et Anna Linda Musacchio Adorisio nous invitent à nous interroger sur les mythes fondateurs du système bancaire. Le seul chapitre en anglais de cet ouvrage nous réconcilie avec la philosophie de la recherche. Au-delà de la haute qualité scientifique de ce chapitre, nous exprimons en tant qu'éditeurs notre reconnaissance au fondateur du storytelling. Qu'il ait non seulement accepté d'écrire dans ce livre, mais aussi invité une jeune chercheuse talentueuse nous honore. L'éditeur ne s'autorise pas sur ce chapitre à faire un résumé et en synthèse n'a qu'un seul mot, merci, qui en termes linguistiques se décline comme suit. Sanks, Zakou, Didi Madgoba, donc Sox Sagolin, Anikié, Kevala, Gracie, Mais, Tachakor, AKPE accent aigu, Takfiri, Vinaka, Tapadleb, Caristo. Florian Sala relate l'importance de la prise en compte des fantasmes et de leur manifestation en entreprise. En partant de l'exemple d'une PME performante et multiconfessionnelle, l'auteur mobilise des mécanismes propres à la psychanalyse et donc à l'étude du et des langages.
Il nous entraîne à la fois dans l'étude du positionnement des cas dans la psychanalyse, mais également dans une histoire porteuse de sens et d'essence. L'objectif de ce chapitre est donc montrer que le langage égale pouvoir dire plus dire, peut être utile pour décrypter certains comportements en entreprise. La contribution de Sébastien Point, en décortiquant les lettres des présidents directeurs généraux des firmes à leurs actionnaires, traite à la fois de mythes et de fantasmes en focalisant l'attention sur la notion de séduction. Au-delà du rituel de la lettre aux actionnaires, l'auteur met en lumière les différents niveaux de lecture qui peuvent émerger lors de l'analyse de ces documents, en insistant sur la frontière qui existe entre discours et manipulation. L'objectif de ce chapitre n'est donc pas de se focaliser sur une dimension instrumentale du discours, c'est-à-dire à l'essence du message. Il s'agit de s'attarder sur la dimension normative et symbolique de celui-ci. Dans la dernière partie ont été regroupés les chapitres traitant du quiproquo et des non-dits dans les organisations, en mesurant l'impact des zones de flou ainsi créées sur le fonctionnement des entreprises, sur les acteurs qui les animent mais aussi sur la compréhension de certains concepts propres aux sciences de gestion. Christophe Hassan affirme le caractère polysémique du réseau. Il convient alors de s'interroger sur la portée scientifique de la notion de réseau, en cherchant à savoir si cette terminologie peut être employée comme un concept en dépit des obstacles théoriques, ou au contraire si elle doit être cantonnée au stade d'une métaphore visant à révéler notre ignorance sur des mécanismes de solidarité se déroulant en dehors des institutions officielles. L'auteur révèle ainsi deux acceptions du réseau. L'une basée sur une conception purement stratégique, axée sur la durabilité et les mécanismes d'autorégulation, la seconde fondée sur une approche linguistique utilisant les tropes et démontrant les paradoxes propres au réseau, en le définissant comme une organisation désorganisée capable de cohérence. Miguel Delattre fait appel à l'analyse spectrale afin de rendre compte des difficultés d'appréhension du mot « organisation », tel qu'il est perçu en sciences de gestion. La multitude de points de vue exprimés sur un objet aussi polysémique que le terme « organisation » génère une myriade d'interprétations différentielles, contradictoires voire antagonistes qui alimentent en retour la sphère discursive de l'objet support de l'investigation. Ce chapitre se concentre principalement sur le quiproquo qui dérive d'un champ polysémique dense, celui de la gestion. L'auteur profite alors de ces différences d'interprétation, afin de questionner le positionnement des sciences de gestion à l'intérieur des sciences sociales. Henri Saval et Véronique Zardet s'intéressent au statut du non-dit dans l'analyse socio-économique, et plus spécifiquement à son impact sur la dynamique du changement. L'objet de ce chapitre est d'analyser plus précisément le rôle du non-dit et sa contribution à la dynamique de changement, en considérant l'entreprise comme un théâtre, où se jouent autant de pièces que de situations de management. Les jeux complexes et multiformes des acteurs individuels et collectifs sont au centre de cette analyse pour mieux comprendre comment atteindre et maintenir un certain niveau de performance sociale et économique. Grâce à l'emploi des concepts de jeu, d'émotion, de théâtre du changement, les auteurs sont ainsi en mesure de proposer une méthodologie innovante de conduite du changement articulée autour du rôle du consultant, qui devient alors méthodologue médiateur thérapeute. Cathy Breda et Rodolphe Auclé organisent leur démarche autour de la notion d'expérience en marketing. Après avoir répertorié différentes confusions inhérentes à cette dernière, ils construisent, à partir des chronotopes de Badkin, relations espace-temps, une typologie des expériences en marketing et tracent différentes pistes pour faciliter la compréhension du sens réel de l'expérience. L'approche utilisée a consisté à déconstruire un ensemble d'articles séminaux sur la notion d'expérience, afin de mettre en avant une classification possible. Pour ce faire, une analyse basée sur la recherche de sens par fragmentation a été mobilisée. Bibliographie. Alvesson, Monsieur Esperluet-Dietz, S.A., 1996. Critical Theory and Postmodernism Approach to Organizational Studies. Inclegg S. Hardis et Lawrence, T. et Nord W. ed. The Sage Handbook of Organization, pp. 191-217. London, Sage Publications. Autissier D. et Ben Sabah A.F. 2006, Les défis du sensei-making en entreprise Carl Weck et les sciences de gestion. Economica. Bosch D. Alvarez R. and Schooling B. 2002,
Reclaiming Story in Organization Narratology and Action Science, in Language and Organization by Westwood and Listed, Sage Publications Ltd. Bosch D. 2008, Storytelling Organization, Sage. Boyce, Monsieur 1995, Collective Centering and Collective Sense-Making in the Stories and Storytelling of One Organization. Organization Studies. 16. 107 à 137. Bourrel, G. 1988, Modernism, Postmodernism and Organizational Analysis 2, The Contribution of Michel Foucault. Organization Studies, 9 sur 221-235. Clegg, S. 1990, Modern Organizations, Organization Studies in the Postmodern World. Newbury Park CA, Sage. Cooper Ryder, D.L. Esperluet Srivastra S. 1987, Appreciative Inquiry in Organizational Life. Research in Organizational Change and Development, 1 sur 129-169. Czarniawska B. 1997, Narrating the Organization, Drama of Institutional Identity. Chicago, Hill, The University of Chicago Press. De Saussure F. 1913, Cours de linguistique générale, édition. Payot. Emery Monsieur 1993, Participative Design for Participative Democracy. Center for Continuing Education, Australian National University. First published, 1989. Emery Monsieur, 1994. The Conference, State of the Art. Unpublished paper, Center for Continuing Education. Australian National University. Ford J. Esperluet Ford, L. 1995. The Role of Conversation in Producing Intentional Change in Organizations. Academy of Management Review, 23, 541-570. Foucault M. 1986, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard. Fulop, L. Esperluet Linstead, S. 1999. Management, A Critical Text. Australia, Macmillan Education Australia Pty Ltd. Grant, D. N. Yedema, R. 2005, Discourse Analysis and the Study of Organizations. Texte 25.1 2005,37-66. Assar, J. N. Parker M. 1993, Postmodernism and Organizations, ed. London, Sage, Unstone Edition 1993. Julien F. 1985, La valeur allusive. Des catégories originales de l'interprétation poétique dans la tradition chinoise, Poche. Kilduf. Monsieur 1993, De Constructing Organizations. Academy of Management Review, 18h23-31. Lombardo Monsieur 1986, Value in Action, The Meaning of Executive Vignette. Technical Report numéro 28 November, Center for Creative Leadership Greensboro NC. Martin J. 1990, De Constructing Organizational Taboos, The Suppression of Gender Conflict in Organizations. Organization Science, 1 sur 339-359. McCall Monsieur Lombardo Monsieur N. Morrison A. 1989, The Lessons of Experience. New York, Harper Hero. Mills A. N. Simmons T. 1995. Reading Organization Theory, A Critical Approach. Toronto On. Garamond Press. Piet, I. et Rouleau L. 2008. Le courant discursif en théorie des organisations, un état des lieux. Les cahiers de recherche du GE accent aigu PS, Montréal, HEC Montréal, vol 2. Ricoeur P. 2004, sur la traduction Bayard Press. Weck K. 1995, Sense Making in Organizations, Sage Publications, Californie Weck K. 2001, Making Sense of the Organization, Blackwell. Wilkens A. 1979, Organizational Stories en Expression of Management Philosophy, Implication for Social Control in Organizations. Unpublished Doctoral Dissertation, Stanford University. 1 METHODOLOGIES et théorie du discours à PPLIQUESA, l'organisation. L'analyse de texte STRATEGIQUES, à partir de l'HERMENEUTIQUE critique,
et de la narratologie LITTERAIRE, Isabelle Piet et Linda Rouleau. HEC Montréal. isabelle.piet@hec.ca. linda.rouleau@hec.ca. Introduction. Dans les dernières décennies, l'analyse du discours, des conversations et du langage a pris une ampleur sans précédent dans les sciences de la gestion et dans les théories des organisations. Plusieurs auteurs s'entendent en effet pour dire que celles-ci ont pris un tournant linguistique, Alvesson et Karerman 2001, Phillips et Hardy 2002. Cela s'explique notamment par la remise en question du caractère fonctionnaliste et conservateur des travaux qui y sont réalisés, et l'intégration de nouvelles réflexions épistémologiques amenant les chercheurs à réfléchir au rapport intime entre le langage et les organisations. Alvesson et Dietz, 1996. Dans cette mouvance, l'étude du discours dans les organisations prend appui sur les nouvelles épistémologies constructivistes et postmodernes qui permettent de mettre en évidence la nature discursive, ou, comme le diraient les postmodernes, textuelle, des organisations, Piet et Rouleau 2008. Dès les années 1990, cette lame de fond se fait également sentir dans le domaine de la stratégie, Westley, 1990, Naitz et Morgan, 1991, Ford et Ford, 1995, Barry et Helmus, 1997. Depuis les années 2000, l'introduction de la perspective de la pratique, voire de la fabrique de la stratégie, n'a fait que renforcer cette tendance. Johnson, Melin et Whittington 2003, Jarzabkowski, Balogun et Zeidel, 2007, Golserki et al., 2006, Rouleau et al., 2007. Entre autres, on y retrouve un intérêt grandissant pour l'analyse de textes stratégiques, Chanal et Tannery, 2005, Abdallah 2007, Detchessar et Joumet, 2007, Daigle et Rouleau, 2008. En effet, l'analyse des outils de la stratégie tels que les plans stratégiques, les documents PPP de présentation de la stratégie et les rapports de consultation par exemple, constituent du matériel pertinent et original pour comprendre la fabrique de la stratégie. C'est dans cette veine que se situe ce chapitre. Il a pour but de proposer un cadre méthodologique innovateur pouvant s'appliquer à l'analyse de textes stratégiques. Il s'agit d'une méthode qui prend ses racines dans l'herméneutique critique HC et la narratologie littéraire NL. Ce chapitre comporte 3 parties. D'abord, nous revenons sur les travaux qui portent sur l'analyse de textes en général et l'analyse de textes stratégiques en particulier. Ensuite, nous présentons le cadre méthodologique que nous proposons. Enfin, nous donnons au lecteur à voir un exemple de la manière dont on peut utiliser ce cadre méthodologique à partir de fragments d'analyse tirés d'un texte stratégique de nature sectorielle, produit dans le contexte de la réforme législative du secteur de la bière au Québec, Piet, 2008. 1. Du texte comme pratique de la stratégie. Comme le souligne Gabriel 2004, il existe une certaine confusion dans la littérature entre texte, récit, histoire et discours. Pour certains, tous discours, lire en fait toute production symbolique, constitue une forme de texte Phillips et Hardy 2002, alors que pour d'autres le texte renvoie à une définition plus restrictive car elle est associée à une forme de document écrit Cheney et al. 2004. C'est ce sens général que nous retenons pour les fins de ce chapitre. De manière spécifique, nous nous intéresserons aux textes dits stratégiques, c'est-à-dire aux textes qui sont produits dans l'organisation comme support et outil de la réalisation de la stratégie. Nos travaux se situent dans la perspective de la pratique en stratégie, Johnson, Melin et Whittington 2003, Jarzabkowski, Balogun et Zeidel 2007, Golserki et al., 2006, Rouleau et al., 2007. Ainsi, lorsque nous évoquons la notion de texte stratégique, nous voulons signifier que non seulement il s'agit de textes qui exercent une fonction symbolique de représentation, mais qu'ils sont aussi dotés de ce que Koren 2004 appelle un pouvoir d'action. Une fois en circulation, un texte stratégique ne fait pas qu'exprimer des orientations. Il habilite et contraint l'activité des acteurs impliqués dans la formulation ou la réalisation de la stratégie, Abdallah 2007. Par exemple, une fois un plan de fusion d'établissement entériné par les parties concernées, le retour en arrière n'est plus possible même si ce dernier contient de nombreux espaces d'interprétation qui peuvent rendre son implantation difficile, voire parfois impossible, Denis et al., 2008. Un plan stratégique contient aussi des espaces d'interprétation qui en font des documents créatifs pouvant stimuler l'innovation stratégique,
Giraudot 2008. Les textes stratégiques peuvent prendre différentes formes telles que les plans stratégiques, les lettres aux actionnaires, les documents PPP de présentation de la stratégie, les politiques de gestion ou les rapports de consultation pour n'identifier que les principales. De plus, ils exercent différentes fonctions dans la réalisation de la stratégie. Ils peuvent avoir pour fonction de persuader les différentes parties prenantes du bien fondé de la stratégie, un logo, lettre à la clientèle, etc. Ils peuvent avoir une fonction idéologique de soutien au projet de la direction, par exemple. Discours des dirigeants, annonces de restructuration, etc. Ils peuvent aussi servir à socialiser les différentes parties prenantes, qu'ils soient internes, par exemple. Programmes de formation, etc. ou externes, par exemple. Rapports annuels, mémoires présentées à l'État, etc. au projet de l'entreprise. Il va de soi que nous reconnaissons les frontières des textes stratégiques comme étant non fixes et non déterminées. En effet, un texte stratégique constitue un fragment ayant une cohérence spécifique qui n'est en rien un produit fini puisque son sens s'inscrit généralement dans un ensemble plus vaste de textes stratégiques, Deschessart et Journet 2007. De plus, les textes stratégiques ont ceci de particulier qu'ils résultent d'un exercice de formalisation impliquant une distanciation des acteurs qui l'ont produit, distanciation qui par ailleurs permet une plurivocalité d'interprétation de la part des acteurs qui lisent, c'est-à-dire utilisent et s'approprient le texte. Enfin, ces textes sont en interaction avec les outils tools et les discours talks de la stratégie pour reprendre ici l'image de Delaville et Mounou 2003. L'analyse de textes stratégiques constitue un thème de recherche qui a connu un développement important dans les dernières années. La plupart des travaux réalisés jusqu'à maintenant ont toutefois porté principalement leur attention sur l'analyse de documents que l'on peut qualifier de stratégiques, compte tenu de leur nature sans nécessairement destiner leur analyse à une plus grande compréhension des liens qu'ils entretiennent avec la stratégie proprement dite. Ainsi, on retrouve dans la littérature des travaux qui ont examiné des lettres qu'il s'agisse de lettres de la direction, Highland, 1998, de lettres aux actionnaires, Palmer, King et Keller 2004, Demer, Giroux et Kreim 2003, ou de lettres à la clientèle, Schreier 2000. Les travaux se sont aussi intéressés à l'analyse des missions d'entreprise et des rapports annuels, Stallworth-Williams 2008, Amato et Amato 2002, Perfit et David 2006, en essayant de faire ressortir à la fois les meilleures pratiques en la matière et en faisant des liens avec l'image corporative et l'identité organisationnelle. Les auteurs ont également porté leur attention sur les rapports de développement, Bickerstaff, Tolley et Sperluet-Walker, 2002 Wegener, 2004, et sur l'analyse des politiques de gestion, Gilsdorf 1992 Shekar et Honey, 2006 Wodak, 2000, pour montrer comment ces textes sont issus de liens de collaboration en même temps Q'. Ils constituent des outils de médiation entre les différents acteurs concernés par une même problématique. Par ailleurs, des auteurs plus proches de nos orientations commencent à s'intéresser à l'analyse de textes stratégiques pour mieux comprendre comment se fait la pratique de la stratégie. En fait, ceux-ci portent particulièrement leur attention sur les plans stratégiques, Lenny, 2001. Les uns mettent davantage l'accent sur la manière dont ces plans sont produits et appropriés par les acteurs. Par exemple, Spie et Jarzabkowski 2008 ont étudié comment les textes écrits lors de la phase de planification stratégique dans une université britannique, présentation PowerPoint marque déposée, documents de planification, cibles stratégiques, sont construits en pratique dans le cadre de processus itératifs entre conversations stratégiques et leur mise en forme par écrit, talks and text. De son côté, Abdallah 2007 a analysé le contenu d'un plan stratégique d'une organisation parapublique de production cinématographique canadienne, pour montrer que la présence de dualités stratégiques sur lesquelles était fondé le plan a permis une appropriation différenciée de la stratégie dans le temps par les acteurs de l'organisation. Giraudot, 2008, a étudié 2 plans stratégiques produits dans les années 1990 par l'entreprise Renault au Brésil et a démontré que ces plans constituent un terreau fertile pour faire émerger de nouvelles stratégies qui ne sont pas nécessairement prévues dans le plan initial. D'autres auteurs s'intéressent davantage au contenu des textes stratégiques et en étudient les structures et les styles narratifs. Entre autres,
Chanal et Tannery, 2005, ont examiné les formes de raisonnement et de rhétorique contenues dans les écrits du dirigeant du groupe Lafarge afin de comprendre comment il s'y prend pour communiquer la stratégie. À partir d'une démarche conventionnaliste, Daigle et Rouleau, 2008, ont analysé le contenu des orientations de 3 plans stratégiques d'organisations artistiques afin de mieux comprendre comment se fabrique le compromis entre l'art et le management dans ce type d'organisation. Elles ont ainsi pu observer qu'au-delà du discours de rationalité économique dominant ces plans, ceux-ci recèlent différentes micro-pratiques d'écriture visant à séduire, persuader et mystifier les parties prenantes impliquées. Enfin, Kahn, 2005, analyse les conditions de cohérence des textes voire des récits stratégiques qu'il s'agisse de textes parlés ou d'écrits tels les plans. Selon cet auteur, c'est la composition interne du récit et son articulation par rapport au réel qui lui confère une capacité stratégique dans l'action. Peu importe qu'il se réclame de la perspective de la pratique ou non, ces travaux, comme nous l'avons vu de manière plus explicite avec les écrits portant sur les plans stratégiques, reposent sur 2 types d'approches. En général, les uns s'intéressent à la production des textes stratégiques et considèrent les documents étudiés comme des objets construits socialement. Les autres considèrent ces objets comme des actes de communication et cherchent soit à les analyser comme des systèmes linguistiques structurés ou à faire ressortir les conditions de leur performance communicationnelle. Les premiers accordent une grande importance au contexte, alors que les seconds positionnent davantage leur analyse sur le plan du texte proprement dit et de ses fondements qu'ils soient rhétoriques, linguistiques ou autres. C'est ce que Sarfati, 1997, distingue comme étant l'approche intégrative et l'approche analytique de l'analyse de discours référant ici à n'importe quelle forme de texte. Une approche intégrative cherche d'abord et avant tout à réintégrer le texte, voire plus largement le discours, dans un contexte social pour mettre à jour sa signification. Ainsi, considère-t-on que les documents prennent leur sens dans un réseau historique, social et organisationnel. Ce sont les dynamiques sociales entourant la production et l'appropriation d'un document que l'on cherche à mettre au jour. Toutefois, la relation entre le texte et le contexte social est souvent construite artificiellement et amenée d'une manière directe et simpliste sans tenir compte des médiateurs sociaux tels que l'idéologie, la position sociale de l'auteur ou ses capacités d'expression, Fairclough, 1989. Or, c'est l'inscription d'un texte dans ces médiations qui en fait un outil de contrôle et de pouvoir. Quant à elle, l'approche analytique s'appuie sur une déconstruction du texte pour faire émerger le sens qui y est exprimé, qu'il soit évident ou caché. Ici, le texte est davantage vu comme un matériau ayant une certaine objectivité dont il convient de trouver la signification étant entendu que celle-ci réside dans le texte lui-même, O'Connor, 1995. Ainsi, les auteurs font davantage appel à des connaissances littéraires et linguistiques pour analyser les effets de rhétorique et de syntaxe qui se trouvent intégrés dans sa structure textuelle et linguistique. Ils finissent souvent par perdre de vue la nature, voire l'essence même du document et de leur mode spécifique d'organisation, au profit d'une analyse détaillée de son contenu et de sa forme. Cette distinction entre approche intégrative et approche analytique renvoie directement au débat portant sur l'analyse des liens entre contexte et texte, pour comprendre le discours. Pour Barry et al., 2006, les chercheurs qui s'intéressent à l'analyse textuelle, narrative et discursive ont 3 choix. Soit ils adoptent une approche qu'ils nomment exotextuelle, appellation qui rejoint ce que Sarfati, 1997, a identifié comme étant la perspective intégrative, soit ils adoptent une approche endotextuelle, qui, toujours selon Sarfati, 1997, correspond à la perspective analytique. Soit, ils tentent de combiner les 2 approches en proposant alors un cadre d'analyse que Barry et al. 2006 qualifient de diatextuel. C'est la position que nous entendons privilégier dans le cadre méthodologique pouvant servir à l'analyse de textes stratégiques, qui fera l'objet de la prochaine section. Pour ce faire, nous proposons de mettre en relation de manière dialectique 2 ancrages analytiques pouvant, selon nous, permettre de combler autant les lacunes de la perspective intégrative, approche exotextuelle, que celle de la perspective analytique, approche endotextuelle. Selon nous, l'herméneutique critique permet en effet de mieux tenir compte des liens indirects qui unissent le texte et son contexte social de production, alors que la narratologie littéraire permet de faire ressortir comment le texte est construit tout en respectant son essence et en gardant un point de vue d'ensemble du texte. 2.
Proposition d'un cadre méthodologique. L'étude de textes stratégiques nécessite donc une double démarche, soit une mise en contexte et un examen rigoureux de ces textes. L'herméneutique critique et la narratologie littéraire constituent des approches pertinentes pour faire l'analyse de discours. Phillips et Brown, 1993, Prasad et Mir, 2002, Hancock, 2006. L'herméneutique permet de comprendre la relation entre un texte et son contexte de production de manière critique. Selon Ricoeur, 1986, les textes doivent, au-delà de leur structure interne, être étudiés en regard de plusieurs horizons herméneutiques de façon à mettre au jour le sens caché du texte par le biais de lectures successives. Ainsi, en analysant le texte non seulement comme un objet en soi, mais aussi en le considérant comme un artefact social en cherchant à comprendre comment il est encastré culturellement, et en le considérant comme un outil résultant de pratiques d'acteurs sociaux historiquement situés, la démarche herméneutique permet d'appréhender la relation entre le texte et le contexte en tenant compte des discours sociaux circulants qui contribuent à sa structuration. Et pour faire l'examen du texte stratégique proprement dit, la narratologie littéraire permet de prendre le texte comme unité d'analyse et d'examiner sa structure de signification. Selon une démarche narratologique, les textes stratégiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.